Bonjour et bienvenue dans notre émission Sagesse bouddhiste. Agir pour les autres au cœur de la tempête sanitaire du Covid-19. Si la période terrible que nous traversons depuis mars dernier peut être paralysante pour beaucoup d'entre nous, elle est pour d'autres l'occasion inédite de se révéler. Avec notre invité Emmanuel Olivier, acteur et fédérateur de l'immense élan d'entraide qui se manifeste plus fortement dans tous les domaines, nous allons aujourd'hui évoquer ce souci de l'autre, cher au bouddhisme. Il y a d'une part le soutien concret qui se développe dans les domaines sanitaires, alimentaires et pédagogiques, et d'autre part le soutien spirituel qui permet à ceux qui se sentent isolés de parler, mais aussi de pratiquer en ligne. Emmanuel Olivier, bonjour. Bonjour. Merci infiniment d'être avec nous sur ce plateau aujourd'hui. Alors, vous pratiquez le bouddhisme depuis près de 30 ans, bouddhisme zen, et puis vous avez aussi une expérience dans le Theravada. Vous pratiquez au sein de l'association Zen Voix du Cœur. Vous êtes, on peut dire, bouddhiste engagé. Vous êtes aussi dirigeante dans des établissements sociaux pour la fondation de l'Armée du Salut. Alors, l'entraide en action, dès le début de la crise du Covid, dès le début du confinement, vous vous êtes aperçu qu'il y avait des populations encore plus en danger que le commun des mortels. Lesquelles? Quelles populations? Alors, il y a une partie de la population qu'on connaissait, c'est la population qui relève de la pauvreté et de la précarité, mais il y a notamment toute la population autre qui est une population qui fait partie de l'économie parallèle, qui est soit la mendicité, la ferraille, mais aussi la prostitution. Et ces populations se sont retrouvées du jour au lendemain sans activité. Alors, tout un réseau s'est mis en place. Par quel biais l'entraide s'est organisée? Alors, aujourd'hui, c'est soit des réseaux de professionnels, mais aussi beaucoup de bénévoles dans des associations et aussi des collectifs citoyens. Et on a eu aussi des nouveaux réseaux qui sont créés. Par exemple, notamment, aujourd'hui, on parle de foyers précaires. Ce sont des familles qui sont en train de basculer dans la pauvreté. Donc, on a par exemple des professeurs, des instituteurs qui nous ont contactés en disant, là, à travers les devoirs qu'on donne aux enfants, on a appris que suite à l'arrêt des cantines, on a des enfants qui ne mangeaient plus. Vous mettez en relation, par exemple, des restaurateurs avec des familles dans la nécessité. Comment ça se passe? Alors là, depuis mars, c'est effectivement un réseau connu qui est le travail avec les banques alimentaires, avec les grandes associations comme les Restaurants du Cœur, comme la Shorba, qui sont un peu spécialisées sur l'aide alimentaire, mais aussi beaucoup de restaurateurs qui ont dû arrêter leurs activités et aussi des restaurateurs de l'économie sociale et solidaire qui nous ont appelés en disant on a des dons où on voudrait préparer des repas. Donc on a aussi toute une chaîne de solidarité qui s'est créée au niveau des restaurateurs. Et donc on a reçu beaucoup de dons. Maintenant, les dons alimentaires, ça ne fait pas tout, puisque l'idée, c'est aussi de pouvoir rendre autonomes ces publics. Et les nouveaux publics, par exemple, n'ont pas l'habitude d'être aidés par des associations caritatives ou associatives pour des questions de dignité. Et donc, c'était important de trouver différentes approches. Alors, justement, donc il y a la question alimentaire, la question aussi de l'école, parce que beaucoup de foyers n'ont pas forcément accès au travail en ligne pour les enfants. Comment ça s'est... Vous avez pu aider dans ce côté-là? J'ai dû ouvrir aussi des structures d'hébergement d'urgence, notamment pour des familles. Alors parce qu'on est sorti de la période hivernale, mais la période hivernale, elle a continué en fait. Donc ces familles sont restées aussi dans des hôtels ou dans des structures. Et c'est vrai qu'on a très vite vu aussi notamment la fracture numérique, c'est-à-dire que des enfants qui n'avaient pas accès forcément aux cours en ligne, qui ne pouvaient pas imprimer les documents, qui n'avaient pas forcément de soutien. Donc il y a eu aussi un gros travail, alors notamment avec la ville de Paris, puisqu'il y a une plateforme un peu solidaire où les Parisiens ont pu faire du bénévolat. Et puis on a mis en place beaucoup de soutien. On a aussi mis en place des plateformes techniques pour pouvoir permettre à ces enfants de continuer. Alors il y a cette dimension de pouvoir continuer l'éducation, mais c'est aussi la question du stress qui a généré cette situation, puisque des parents sans travail, puisque du mal logement, donc tout un panel de problématiques qui s'est cumulé, plus la question aussi de la santé et de la précarité psychique. Quels sont les gens autour de vous qui ont eu envie d'aider? Parce que justement, cette crise a peut-être ouvert les yeux à un certain nombre de personnes qui n'ont pas l'habitude de s'intéresser forcément à autrui, qui ont eu plus de temps pour eux et pour les autres. Beaucoup d'appels, et vraiment tous les âges, toutes les catégories. Donc beaucoup de personnes qui, à un moment, ont dit « moi j'ai envie d'aider ». Alors beaucoup de jeunes,
notamment des jeunes qui étaient à l'université ou voire même au lycée, des personnes d'entreprise, voire même des entreprises qui ont mis à disposition leur personnel, voire même leur matériel. On a une solidarité au niveau des véhicules pour acheminer les distributions alimentaires. Donc on avait vraiment tous les âges. Maintenant, on a dû faire attention parce qu'il y avait aussi la question de comment on sécurise pour des questions sanitaires aussi ces bénévoles. Mais vraiment, ça a été 150 à 200 appels téléphoniques par jour et vraiment avec une qualité aussi de bénévolat, une qualité relationnelle extrêmement forte. Comment vous expliquez cet essor, justement, cette envie de solidarité pour la période ? Je pense que quand on se retrouve devant une situation qu'on ne connaît pas ou quand on est connecté à cette souffrance qui émerge de tout le monde, à un moment, il y a un double processus. C'est un processus de réflexion interne, c'est-à-dire que quel est le sens de ma vie, qu'est-ce que je faisais avant, qu'est-ce que je peux faire maintenant, j'ai du temps, j'ai aussi un esprit pour réfléchir. Il y a ce processus-là qui est parallèle à un processus d'aller vers le bien commun. C'est-à-dire que j'ai des gens qui souffrent autour de moi. Donc on avait des appels de la voisine de palier qui appelait parce qu'il y avait des problèmes alimentaires de la famille d'en face. Donc il y a ce double processus, des questions existentielles un peu personnelles et l'envie aussi d'aller vers l'autre et d'aider son prochain. Oui. Est-ce que c'est ce que les bouddhistes appellent la compassion, par exemple ? C'est éprouver de la compassion pour autrui ? Pour moi, on retrouve ce qu'il y a dans la compassion, c'est-à-dire qu'il y a en même temps une dynamique individuelle, c'est-à-dire que là, de ce qu'on vit, c'est aussi son propre rapport à la mort, au sens de sa vie, de ce qu'on fait tous les jours, et puis en même temps, cette envie de vivre dans un environnement où chacun a sa place. Vous avez mis en place ou vous participez à des cercles de parole parce qu'il y a un besoin de communiquer qui est encore plus fort peut-être qu'habituellement ? Je pense que, en tout cas, dans ce travail, notamment autour du bouddhisme engagé, et de la question de c'est quoi une sangha, c'est quoi le dharma, c'est quoi la pratique, la question aussi de la communauté, la question de la qualité du dialogue, c'est une question qui a émergé depuis un certain temps. Et donc, il y a des outils aujourd'hui comme des outils d'intelligence collective, des outils de coopération, des outils de dialogue. Et c'est vrai que moi, je pratique le cercle de parole et d'écoute, qui est vraiment une pratique très simple, mais qui ramène au fait que dans toutes les traditions, dans toutes les sociétés, il y a toujours eu des cercles où à un moment on s'est mis en cercle et on a dialogué. Et puis là, on s'est dit, c'est important de pouvoir l'ouvrir, au-delà simplement des bouddhistes ou des pratiquants, de dire aujourd'hui, il y a des personnes qui souffrent, donc on l'a ouvert au personnel hospitalier, au personnel engagé aujourd'hui sur le front par rapport au virus. Et donc on a créé, spécifiquement ces cercles de parole et d'écoute, soit sur des thématiques un peu lié à ce qui est vécu, soit sur laisser émerger une parole. Donc les cercles de parole et d'écoute, c'est un outil qui vient des natifs américains, qui est de parler du fond du cœur, d'écouter du fond du cœur, d'aller à l'essentiel et d'être spontané. Donc c'est vraiment, je pense qu'on est dans une société aujourd'hui, la question de l'authenticité dans le rapport à l'autre, dans le dialogue qu'on crée avec l'autre et dans l'écoute, c'est quelque chose qui est fondamental et qui est essentiel. Donc il y a une envie, je crois, de toute personne, de pouvoir vraiment partager ça. Et l'intérêt du cercle de parole et d'écoute, c'est-à-dire qu'à un moment, on parle à partir de ce qu'on est et aussi connecté au corps pour pouvoir échanger. Oui. Et qu'est-ce qui émane justement de ces cercles actuellement, en période de crise sanitaire ? Quelles sont les inquiétudes des gens ? Qu'ont-ils envie de dire ? Alors, il y a des thématiques qui reviennent. C'est la question de la société aujourd'hui, la question de ma place, beaucoup des questions aussi liées plutôt à l'écologie. Liées aussi dans notre monde où on est aujourd'hui avec beaucoup de consommation, des questions autour de la famille. Tout ça arrive dans ces cercles et chacun est traversé. La question du confinement, ça c'est une question vraiment, on vit plus ou moins bien le confinement. Et puis aussi, je trouve que dans cette période, on plonge beaucoup plus aussi en profondeur. Sur des sujets beaucoup plus intimes aussi, et avec cette dimension aussi de pouvoir participer à aussi un changement, et aussi une peur de ne pas avoir de changement de notre société et de ce qu'on... Que finalement tout reste en place alors qu'il y a eu peut-être une opportunité de changer. Tout à fait. Tout à fait. Ça, c'est vraiment une question... Alors, c'est aussi dans d'autres réseaux, mais tous les réseaux qui, aujourd'hui, travaillent sur une approche en même temps spirituelle, psychologique, et de proposer peut-être un autre modèle de société ou d'environnement, sont traversés par ces questions. En tout cas, ce qui, pour moi, est vraiment intéressant, c'est qu'aujourd'hui, la question de la justice sociale de son prochain est aussi très liée à la question de l'écologie. Et je trouve que c'est vraiment intéressant et ça englobe tout.
Vous participez à la méditation en ligne. En quoi ça consiste? Est-ce que c'est possible, ça, de méditer tous ensemble à travers des écrans? Alors, c'est comme pour le cercle de parole et d'écoute, la question de méditation, c'est très lié aussi aujourd'hui à l'évolution des réseaux sociaux et des outils. Je crois qu'aujourd'hui, effectivement, on a des outils qui nous permettent de pratiquer, de pouvoir continuer à faire des retraites, de pouvoir continuer à faire des assises et à pouvoir dialoguer. Donc c'est vrai que beaucoup de sanghas se sont dit, il faut qu'on puisse continuer à pratiquer, continuer à instruire, continuer à réfléchir. Donc on a mis en place effectivement des pratiques, alors souvent des pratiques qui sont de méditation, et ensuite d'échanges. Et puis, ça peut être aussi des pratiques d'études. Donc, ça, on a mis en place parce que on a aussi beaucoup de pratiquants qui vivent aussi un isolement, qui vivent aussi une souffrance ou qui sont en lien aussi avec des personnes malades et que c'est important de pouvoir continuer cette pratique qui, quand même, apporte aussi voilà, une dimension très, très positive. Donc, c'est vrai que moi, je travaille beaucoup sur des pratiques comme l'anapanasati, c'est-à-dire qu'à un moment, dans cette pratique, comment on redonne de l'énergie, comment on redonne de la joie, comment on fait aussi baisser l'anxiété liée à cette situation qu'on ne maîtrise pas. Comment on explique ce besoin de pratiquer, alors que la pratique est quand même quelque chose d'assez individuel, on peut pratiquer seul, mais là, au contraire, on a envie de pratiquer ensemble, en groupe et en ligne? Pour avoir une pratique, beaucoup de pratiquants ont besoin d'avoir une communauté, c'est-à-dire que la communauté, elle soutient. La communauté, elle permet de mettre des mots, elle permet de répondre à des questions. Puis, beaucoup de pratiquants ont aussi besoin d'un lien avec un enseignant pour diriger aussi une pratique, parce que méditer seul, chez soi, tous les jours, dans des conditions pas faciles, faut être un pratiquant parfois assidu, acharné. Donc, pour beaucoup de personnes, c'est important de se relier. Et qu'aujourd'hui, aller dans un lieu ou pratiquer en ligne, et puis je pense qu'on a aussi une nouvelle génération de pratiquants qui sont plus à l'aise aussi pour pratiquer en ligne. Et pratiquer en ligne, c'est aussi beaucoup de silence. Finalement, quelle réflexion peut-être vous apporte cette crise sur le rapport à autrui qu'on a envie encore plus de développer actuellement? Moi, c'est vraiment que dans le rapport à autrui, dans toutes ces relations, que ce soit l'action sociale, que ce soit la méditation, la pratique, c'est une autre manière d'aborder l'autre et une autre manière de se présenter. Je pense que la question de ce que ça touche en termes de vulnérabilité, de fragilité, fait que on lâche un peu plus sur nos différentes identités et que ça permet de, voilà, pareil, dans les réunions qu'on voit avec des outils, on rentre chez les gens. C'est-à-dire que, voire même, on voit le reste de la famille, on voit qu'il y a des enfants, il faut gérer en même temps. Et ça crée une intimité qui permet de plonger aussi dans ce rapport à l'autre. Et ça rééquilibre aussi les rapports. En tout cas, je le vois, parce que je suis aussi directeur, donc je gère aussi des salariés, c'est qu'à un moment, ça humanise aussi nos rapports. Et ça, je l'ai vu dans tous les réseaux, c'est extrêmement présent. Est-ce que vous pensez que ce côté positif, finalement, de la crise va pouvoir perdurer? Est-ce qu'on va pouvoir changer, se transformer pour de vrai? Alors, je ne vais pas pouvoir me prononcer là-dessus, parce que je pense que la transformation, ça demande du temps, c'est long. Alors, peut-être pour certains, un moment, c'est comme un deuil ou comme une perte d'emploi. Un moment, c'est un choc qui permet de se recentrer sur des questions essentielles, de repartir sur une intériorité. Maintenant, je pense que la transformation, elle est longue. Ça permet de repenser les choses, de recréer des liens, même au sein des familles. C'est extrêmement intéressant. Et puis, on a envie, en tout cas aujourd'hui, il y a une énergie de repartir sur autre chose ou de continuer ce qu'on a vécu à ce moment-là. Merci beaucoup, Emmanuel Olivier, d'avoir répondu à nos questions. Merci. Voici à présent la suggestion de quelques livres avant de nous quitter. Tout d'abord, Pleine conscience et relations d'aide, théorie et pratique sous la direction d'Annie Deveau et Guilhem Perraudot, Hermann Éditions. Pouvoir et altruisme par Mathieu Ricard et Tania Singer chez Alary Éditions. Et puis Réfléchir sur le cœur des choses aux éditions Le Relier. C'est la fin de notre émission. Merci de l'avoir suivie. Vous pouvez la revoir durant un mois sur France TV. Prenez grand soin de vous et de vos proches. À très bientôt et merci.